L'échiquier international, bienvenue à vous. Agression sioniste et bombardement américain contre Téhéran. On en a parlé ces derniers jours pour essayer de comprendre peut-être les tenants et les aboutissants. On a consacré quelques rendez-vous à ce dossier. Beaucoup d'interrogations demeurent. Et celle du jour est la suivante. Comment a été donc observée la crise ou l'agression sioniste envers Téhéran du côté de Pékin? Comment expliquer l'attitude de la Chine sur fond de bombardement américain? Pékin s'est-il distancé de Téhéran? Au contraire, il s'agirait d'une diplomatie de l'ombre conjuguée sur le long terme via des canaux officieux, à contrario de la politique spectacle incarnée par M. Trump. Et finalement, si la démonstration de force américaine contre l'Iran n'a pas été aussi un message envoyé à Pékin, interrogation majeure qu'on tentera d'éclaircir ensemble. À tout de suite. Bombardement américain, agression sioniste contre l'Iran, quel enseignement pour Pékin? Pour en parler, j'accueille Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef de Asia Magazine, auteur d'une quinzaine d'ouvrages consacrés à la Chine, au Japon, à l'Inde, au Tibet, ainsi qu'aux grands défis asiatiques. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été également correspondant durant de longues années en Chine, donc vous connaissez bien le pays. Première question, le 18 juin, Pékin, Guo Jiankun, porte-parole de la diplomatie chinoise, s'est dit opposé à l'usage de la force après l'avertissement de Trump. Le 21 juin, les bombardements américains contre l'Iran ont finalement eu lieu. Un membre du Parti communiste chinois a laissé entendre sur une chaîne arabe que la Chine pourrait rejoindre l'Iran si l'agression perdurait. Et finalement, Pékin n'a pas réagi. J'en viens à ma question. Comment vous analysez la diplomatie de Pékin durant cette période de crise? Vous savez, je dois dire que le narratif du Parti communiste chinois n'évolue guère. Les membres du parti, au sommet du parti, sont pour la plupart des personnes très âgées. Et donc, leur regard sur ce qui se passe dans le monde lui-même est assez prudent. C'est pour ça que le message envoyé par la Chine, d'une part à l'Iran et d'autre part aussi aux États-Unis, est resté très mesuré. Il faut savoir qu'il y a une quasi-alliance entre l'Iran et la Chine. Pour autant, si l'on regarde dans ce qui s'est passé réellement, eh bien, la Chine n'a pratiquement rien fait pour aider l'Iran. Les bombardements américains donc survenus le 21 contre les sites nucléaires iraniens a été l'occasion, on l'a dit, l'occasion des États-Unis de montrer leur capacité militaire. On rappelle l'opération, c'est 7 avions furtifs B-2 qui ont largué 14 bombes GBU 57, ces fameuses bombes qui sont capables de percer 60 mètres de béton avant d'exploser à l'intérieur du bunker. Cette fameuse bombe GBU 57, les Américains sont les seuls à l'utiliser et n'avait jamais été utilisée à ce jour. On est certain que les Chinois ont dû être attentifs à son efficacité. Eh bien, absolument, parce que comme vous l'avez dit, aucun autre pays ne possède cette bombe qui a quand même fait la preuve de son efficacité. Alors certes, il faudra des semaines avant de savoir l'étendue des dégâts sur ces sites iraniens. Mais le message a été reçu à Pékin 5 sur 5, si je puis dire, dans la mesure où, écoutez, dans le contexte habituel de tensions extrêmes entre la Chine et Taïwan, bien sûr, tout cela relève d'un intérêt particulier pour Pékin. Comment les médias asiatiques, notamment chinois, ont traité cette opération américaine contre l'Iran, ce bombardement américain contre l'Iran? Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Oui, bien sûr. Si vous voulez, entre le message de la Chine destiné à l'étranger et ce qui se passe sur les réseaux sociaux en Chine, le delta est énorme. C'est pas du tout la même chose. Sur les réseaux sociaux, ma foi, la propagande chinoise s'en donne à cœur joie pour décrire les États-Unis comme étant impérialistes, comme étant le principal pouvoir de nuisance dans le monde aujourd'hui. Donc, si vous voulez, les critiques sont très, très nombreuses pour décrire les États-Unis comme le véritable hégémon du monde d'aujourd'hui.
Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que ces bombes, les fameux GBU 57, ont été efficaces. Est-ce que ces bombes ont été vraiment efficaces? C'est la question en débat durant toute la semaine, puisque selon le quotidien du Washington Post, ainsi que CNN, qui affirme que les sites d'enrichissement n'ont pas été réellement endommagés, ce que dément bien entendu l'administration Trump. Votre avis sur la question? Écoutez, moi je me réfère aussi quand même aux analyses qui ont été publiées par la CIA. Et la CIA est quand même un organisme relativement indépendant à l'égard du pouvoir. Or, leurs conclusions sont assez éclairantes dans la mesure où la CIA affirme que les dégâts sont quand même très importants. Mais encore une fois, il faudra des semaines, sinon des mois, pour savoir l'étendue des dégâts. Ce que je pense, malgré tout, si vous voulez, c'est que eh bien, les États-Unis ont fait une démonstration de puissance militaire dont le message était destiné à la Russie d'une part et à la Chine de l'autre. Vous avez dit, je me réfère au rapport de la CIA, ou en tout cas ce que les rapports officiels de la CIA, mais on a constaté qu'il y a environ 10 agences de renseignement américaines qui se contredisent Oui. par rapport à l'efficacité de ces bombardements ou du succès relatif des opérations de bombardement contre les sites militaires. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous savez, quand même le ministre des Affaires étrangères adjoint iranien a lui-même confirmé que les dégâts étaient importants. Et là, si vous voulez, la source, elle est claire, c'est l'Iran qui le dit. Donc, tout de même, on peut imaginer tout de même qu'effectivement, ces dégâts sont importants. Donc, voilà, donc le débat reste entier. Je pense que Pékin est très inquiet parce que effectivement, tout le monde sait, je pense que le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a fait de Taïwan une sorte d'obsession. Il a bien expliqué qu'il allait récupérer Taïwan avec la force si c'est nécessaire. Et il a même d'ailleurs précisé quelque chose d'important. Il a dit que tout ça devait se faire dans la génération présente. On sait aussi que les menaces militaires à l'égard de Taïwan sont incessantes. Les incursions d'avions de chasse ou de bateaux militaires chinois se comptent par milliers. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et donc avec ce qui s'est passé en Iran, le contexte semble changer. Sauf que certains diplomates considèrent que Taïwan est une affaire intérieure chinoise. N'oublions pas que je sais que les avis divergent et chacun a ses arguments par rapport à ce dossier, mais pas beaucoup de pays, très peu de pays reconnaissent Taïwan. On reconnaît officiellement la Chine continentale. Oui, oui. Oui, là, bien entendu, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus que 12 pays, y compris le Vatican, qui est un tout petit État, qui reconnaissent Taïwan comme étant un pays souverain. Mais je pense que le débat n'est pas vraiment là, vous savez, parce que en même temps, Taïwan n'est pas tellement isolé, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Il y a bien sûr des relations commerciales entre une très grande majorité de pays à travers le monde, mais depuis maintenant des décennies, Taïwan, peu à peu, tisse sa toile aussi, même sur le plan diplomatique. Alors on revient, si vous le voulez bien, on revient sur l'affaire entre l'Iran et Pékin, l'affaire diplomatique entre l'Iran et Pékin. Et vous avez dit Pékin est inquiète malgré tout par rapport à la séquence qu'on a vécue il y a une semaine, 10 jours, puisque l'Iran représente un partenaire stratégique de premier ordre pour Pékin, pour des raisons énergétiques. Toute perturbation en Iran est vue comme une menace pour les importations de pétrole envers la Chine, surtout qu'une instabilité régionale compromet le fameux projet des nouvelles routes de la soie. Donc on se demande, est-ce que via l'opération américaine, vous l'avez dit à moitié, mais est-ce que c'est pas qu'un message qu'on enverrait à Pékin, mais est-ce qu'on ne vise pas également Pékin? Écoutez, d'abord, effectivement, sur le plan énergétique, la Chine est très dépendante de l'Iran. Elle importe à peu près 50% de ses besoins en pétrole d'Iran. Donc c'est considérable. Mais comment dire, la Chine n'est pas seule non plus. D'ailleurs, la Russie aussi a des intérêts dans la région. Donc, si vous voulez, le message envoyé par le président américain
en direction de Pékin est très clair, c'est-à-dire n'allez pas trop loin à Taïwan. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il y a un bémol à apporter. Et ça, c'est à mon avis crucial. On a bien vu que l'opération a été très limitée dans le temps. Elle a duré qu'une seule journée. Donc, le message vers Pékin est de dire, en fait, Pékin peut comprendre, à travers ce qui s'est passé en une seule journée, que si jamais il tentait d'envahir Taïwan, quelle serait la réponse de Donald Trump? Si tant est qu'il y ait une réponse, s'il y a une réponse, elle serait de courte durée. Donc, finalement, le régime chinois n'est pas tellement inquiet que ça. Alors, un changement de la donne politique en Iran est une menace prégnante, même pour le futur, hein. Netanyahou en a parlé, Trump aussi avant de se raviser. Si jamais, scénario catastrophe, mais si jamais on revoit d'autres opérations de ce type, c'est-à-dire d'agression américano-sioniste contre l'Iran, est-ce qu'on pourrait voir Pékin s'impliquer militairement de manière beaucoup plus appuyée, on va dire les choses comme ça? Écoutez, moi, je pense que non. Sincèrement, je pense que la Chine va éviter à tout prix d'être partie prenante à un conflit au Moyen-Orient. Pourtant, ses intérêts sont très forts. Si par exemple il y avait un blocage du détroit d'Ormuz, ce serait une catastrophe intégrale pour l'économie chinoise qui est déjà pas en très bonne forme. Mais pour autant, vous savez, la Chine s'est toujours présentée comme étant une puissance de paix. Alors bien sûr, ça, une bonne partie de ce message, c'est de la propagande. Mais en même temps, elle aurait beaucoup à perdre parce que là, effectivement, si elle s'engageait réellement dans un conflit en Iran, eh bien là, il y aurait une réponse très forte de la part des États-Unis. Mais pardonnez-moi, pourquoi dites-vous que c'est forcément de la propagande? Tous les pays du monde ont une manière, Oui, ont une forme de communication politique. tout à fait, absolument. Quand on voit la démonstration chinoise, c'est un pays qui vise à faire du commerce, qui vise qui vise à fonder une forme de stabilité pour ces fameuses routes de la soie. Une guerre, c'est vrai que dans la région, n'arrangerait pas leurs affaires. Que ce soit en Afrique, que Oui, ce soit au oui. Moyen-Orient. Oui, oui, mais écoutez, je suis d'accord avec vous. Vous savez, là, d'autres pays se livrent aussi à une propagande éhontée. Les États-Unis ont fait pareil, il fut un temps. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais bon, voilà. Oui. D'ailleurs, les services d'espionnage américains étaient pendant très longtemps les premiers au monde. Aujourd'hui, je pense que c'est la Chine. Quel enseignement, il y en a plusieurs j'imagine, mais quel enseignement selon vous Pékin recueille-t-il de ce qui s'est passé avec l'Iran, cette période-là? Quelles sont quelles sont les leçons ou les enseignements, si on devait les résumer? Moi, je pense que tout ce qui s'est passé va inciter le régime communiste chinois à la prudence. Parce qu'ils ont vu donc cette démonstration de force brutale de la part des États-Unis qui n'était pas du tout anticipée, qui a été une grande surprise à la fois pour l'Iran et tous les pays de la région. Donc la prudence est de mise à Pékin plus que jamais. Ceci étant dit, vous l'avez dit, effectivement, les intérêts au Moyen-Orient de la Chine sont très importants. Si l'on voit d'ailleurs sur le plan géopolitique ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant, la Russie aussi finalement en ressort très grande perdante parce que la guerre qu'elle livre en Ukraine depuis le 22 février 2022 s'éternise. Pendant longtemps, on a pensé qu'elle perdrait la guerre, puis ensuite ils ont repris le dessus. Aujourd'hui, ils semblent marquer des points, peu à peu. Mais là aussi, par exemple, parlons des drones utilisés par la Russie en Ukraine. L'inverse est vrai aussi. Et ces drones utilisés par l'armée russe sont de conception iranienne. En revanche, évidemment, les drones utilisés par l'Ukraine ne sont pas de fabrication iranienne, mais proviennent plutôt de l'Occident. Donc, si vous voulez, il y a tout un jeu géopolitique qui s'est installé depuis cette journée de bombardement sur les quelques sites nucléaires iraniens qui serviront d'enseignement pour un grand nombre de pays dans la région et bien au-delà.
Est-ce qu'il y a un axe, un vrai axe, Pékin, Moscou, Téhéran, réellement stratégique, c'est-à-dire presque une alliance stratégique et défensive? Est-ce que ça existe dans les faits ou est-ce que ça pourrait se concrétiser dans les faits si jamais catastrophe de guerre viendrait chambouler la région? Vous savez, là, je crois aussi que si l'on regarde ce qu'on appelle une alliance entre la Russie et la Chine aussi reste très prudente. Il n'a jamais été question, d'ailleurs on l'a vu, de livrer des armements chinois à l'armée russe en Ukraine. Jamais. Donc la prudence est de mise et le restera. Alors, pour parler de cette espèce d'alliance stratégique tripartite, elle est très fragile, très sincèrement. Et là encore, je pense que, vous savez, les dirigeants chinois sont très avisés. Ils ne regardent pas le court terme, dont il y a bien sûr des enseignements, mais le long terme. Les routes de la soie sont là pour le prouver. Il y a plus de 150 pays qui ont adhéré au programme des routes de la soie. Donc, ce personnel du Parti communiste chinois entend bien rester à l'égard de toutes ces grandes zones de troubles dans le monde aujourd'hui. Mais est-ce que, paradoxalement, vous avez dit une chose intéressante, vous avez dit que la Chine se reposait sur le temps long. Paradoxalement, est-ce qu'on n'a pas vu aussi une forme de faiblesse des États-Unis avec ces bombardements? C'est-à-dire on a été obligé de faire une démonstration avec des bombes GBU-57, des avions furtifs. On a vu Trump et ses démonstrations et ses élans rhétoriques en train de menacer le tout venant. Le lendemain, il se contredit. Tandis que du côté chinois et russe, même iranien, on est resté beaucoup plus calme, beaucoup plus prudent. On n'était pas obligé d'incarner une forme de gestuelle comme ça, en train de convier la presse, communiquant à tout bout de champ. Est-ce que c'est pas aussi une forme, un signe, une illustration de la faiblesse des États-Unis qu'on a vu? Je dirais pas les choses comme ça, mais par contre, là où il est clair que Donald Trump est un personnage extrêmement imprévisible et il dit une chose un jour et il dit le contraire le lendemain. Personne ne sait ce qui va advenir de lui dans les mois qui viennent. Donc cette espèce d'inconstance est dramatique d'ailleurs aussi pour tous les alliés des États-Unis, en particulier en Asie de l'Est. Vous savez, pour le Japon, pour la Corée du Sud, pour l'Australie, pour même la Nouvelle-Zélande et plus loin les Philippines, et ils sont très inquiets de l'avenir. Les États-Unis ont des bases militaires au Japon très importantes. Comme à Okinawa. Okinawa, non seulement Okinawa, mais d'autres. Donc, ces bases militaires, c'est des avions de chasse, c'est des bombardiers, c'est des navires de guerre. Comment Donald Trump a plusieurs fois demandé à ces pays de porter leurs dépenses militaires à 5% du PIB national. Pour le Japon, c'est une chose absolument impossible. Donc, toute cette gestuelle américaine, effectivement, est une faiblesse des États-Unis aujourd'hui. Et j'irai même plus loin. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, pour moi, je vois un naufrage en direct des États-Unis. Bah, on est d'accord, alors, c'est ce qu'on disait, on n'a peut-être pas le même vocabulaire, mais vous rejoignez un peu la conclusion qui consiste à dire que c'était peut-être une forme de... Parce que quand on est puissant, Jean-Pierre Denis, on n'a pas besoin de faire des démonstrations, généralement. Non, mais en même temps, il faut quand même dire que cette opération qui a duré un peu moins d'une journée a été d'une coordination impeccable. Mais c'est beaucoup de communication aussi, il y a eu beaucoup de communication. Oui, bien sûr, il y a la communication, mais vous regardez les faits. C'est-à-dire les avions ravitailleurs étaient en place, ces avions furtifs ont voyagé sans absolument aucun encombre, parce qu'il y avait les leurs qui étaient sur place, personne n'a pu réagir, en particulier l'Iran, donc ils avaient le champ libre pour faire ce qu'ils voulaient. Donc là, quand même, c'était une démonstration de force qu'on ne peut pas oublier. Bon, c'est vrai que c'est vrai pour les avions furtifs. Ils sont allés, je crois, du Maryland directement vers l'Iran sans ravitaillement. Mais n'oublions pas que l'Iran est encerclé par de nombreuses bases américaines, dont une a été d'ailleurs visée, c'est la base d'El Udeid. Et ce n'est pas n'importe quelle base, car elle abrite le commandement central des opérations aériennes dans la région. Il y en a à peu près 32 de ces bases. Bon, c'est des bases qui sont coûteuses et c'est des bases de projection de la puissance américaine. Mais on observe depuis Obama qu'il y a un redéploiement stratégique du Moyen-Orient envers l'Asie pour encercler la Chine.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et là, je crois qu'il faut le dire avec sincérité, la direction chinoise se sent encerclée. Donc, ils sont bien obligés de réagir. Ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Donc, il est naturel qu'ils réagissent. Mais ils vont bien au-delà. Parce que si vous voulez, Taïwan, ça n'est qu'une première étape. Taïwan se trouve sur le premier échelon des îles du Pacifique. Mhm. À partir du moment où ils arrivent, ce que je pense qu'ils n'y arriveront pas, en tout cas à brève échéance, à contrôler cette première chaîne d'îles du Pacifique, plus loin, c'est Hawaï et les autres îles américaines. Et là, la menace devient immédiate pour les États-Unis, et non seulement pour les États-Unis, mais pour l'ensemble du continent américain, y compris donc Alors, l'Amérique du Sud. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs la fameuse stratégie des trois chaînes pour contenir la Chine, hein. C'est-à-dire, en fait, contenir la Chine est une vieille doctrine militaire des géostratèges américains. Le premier qui a formulé cette stratégie, John Foster Dulles, elle date de 1951. Alors, grosso modo, il s'agit de contrôler les îles, des lignes maritimes clés dans le Pacifique, avec des cercles d'îles. Il y en a 3, et actuellement, on a appris, c'était il y a 2 jours, hein, la marine chinoise, avec 2 porte-avions et un arsenal balistique, ont percé la deuxième chaîne des îles, c'est-à-dire les îles Guam et les îles Mariannes, Oui. et les îles Bonin, je crois. Donc, on voit la marine militaire chinoise est en train de redessiner l'architecture sud-pacifique héritée de la Seconde Guerre mondiale et défie ouvertement les États-Unis. Il ne reste qu'un 3e cercle d'îles qui s'étend vers Hawaï. Oui, c'est ça. Ben, en fait, vous venez à l'appui de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en effet, si la Chine qualifie les États-Unis d'un pays impérialiste hégémonique, la Chine l'est également, et plus que jamais. Parce que on voit bien, donc vous venez de le dire, hein, mais ceci étant dit, encore une fois, moi je pense que ces visées de Xi Jinping pour prendre le contrôle du Pacifique, il n'y arrivera pas pour plein de raisons. Parce que là, tout de même, les alliances militaires autour des États-Unis dans la région ont bien conscience du danger. Et d'ailleurs, ce danger existe, lui, déjà aussi depuis plusieurs décennies. Il est en train de s'accélérer. Donc, ces pays s'organisent. Et pour reparler Taïwan, vous savez, Taïwan, ça fait 70 ans qu'il regarde toutes ces opérations militaires au-delà du détroit de Taïwan. Donc, il se prépare également, hein. Donc, voilà, si vous voulez, sur le plan géopolitique, moi, ça fait longtemps que je dis que Taïwan est le centre le centre tectonique des grands dangers du monde de demain. Et c'est parce que c'est là que se concentrent les plus grandes rivalités mondiales. Et c'est là d'ailleurs aussi en Asie de l'Est que se trouve le grand potentiel de croissance économique du monde de demain. Les géostratèges américains l'ont compris, enfin le disent depuis pas mal d'années. Il y en a un dont on cite souvent ici, c'est Zbigniew Brzezinski, qui disait, hein, pour la viabilité de l'empire américain, qu'il fallait contenir bien entendu la Chine, mais surtout ne jamais laisser le Japon et la Chine se rapprocher diplomatiquement. On sait qu'il y a une des plus importantes bases américaines à Okinawa. Vous qui connaissez bien les 2 pays, un rapprochement sino-nippon au détriment de Washington, est-ce une possibilité? Cette possibilité est très réduite. Parce que quand même, je veux dire, il y a un antagonisme extrêmement fort entre la Chine et le Japon. Et c'est surtout la Chine qui a un profond ressentiment à l'égard du Japon sur le plan de l'histoire. Parce que Par rapport aux incidents de la Mandchourie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pas que. Si vous voulez, l'armée impériale japonaise a commis des atrocités sans nom dans la péninsule coréenne, en Chine, à Singapour, en Indochine. Et donc, tous ces peuples s'en souviennent. Bon, pour la jeunesse, c'est un peu différent, mais quand même, ce ressentiment est toujours là. Donc, ce rapprochement entre la Chine et le Japon, j'y crois pas un instant. Même avec un effort diplomatique, même avec... parce que cet antagonisme arrange beaucoup les géostratèges américains. Oui, si vous voulez, alors justement, ces incertitudes qui sont créées par l'administration Trump, effectivement, changent un peu la donne. C'est-à-dire que mettez-vous à la place des dirigeants japonais, ne sachant pas ce que sera demain. Ils sont bien obligés aussi de savoir les intentions de la Chine. Donc, évidemment qu'il y a des échanges diplomatiques et il y a eu des... Et économiques. Et économiques, bien sûr. Ça, l'économie, ça date d'il y a très longtemps déjà, mais il y a déjà eu des contacts diplomatiques au plus haut niveau entre Pékin et Tokyo.
Tóquian voulons sonder les intentions chinoises et si d'aventure il y avait un conflit régional. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. L'échiquier international ce soir a reçu Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef d'Asia Magazine et auteur de plusieurs ouvrages concernant l'Asie. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Merci vous, téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News et on se dit à samedi.